très contente de vous accueillir avec Mathieu pour la deuxième journée du colloque sur les enjeux de l'accès aux soins des personnes LGBT, en tout cas pour ce qui concerne la première partie de la matinée. Donc je me présente, je m'appelle Nelly Ridley, je suis la directrice adjointe du kiosque Info-Sida et Toxicomanie, qui accueille le Checkpoint Paris, qui est un centre de santé sexuelle communautaire à destination des lesbiennes, bisexuelles, gays et personnes trans, et qui est une antenne du CEGID, du groupement hospitalier Fernand Vidal, Lariboisière, Saint-Louis. Voilà. Donc, oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Mathieu Trachman, je suis sociologue à l'Institut national d'études démographiques. Étant donné qu'on est un peu en retard, on passe directement à la première présentation donc, de Martin Blé, que je présente rapidement. Il est sexologue et sociologue, professeur titulaire au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux portent notamment sur l'inclusion sociale et le bien-être des personnes de la diversité sexuelle et de genre, et en particulier le développement des jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transidentifiés ou en questionnement, et la prévention du VIH chez les hommes gays et bisexuels. Et son intervention s'intitule « De l'écart entre les besoins de soins et leur satisfaction chez les personnes LGBT, des enjeux individuels aux enjeux structurels ». Donc voilà, je te laisse un quart d'heure. Merci Mathieu. Pardon. Je suis enrhumé comme beaucoup d'autres intervenants d'hier. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie le comité scientifique et le comité organisateur de me permettre de m'adresser à vous aujourd'hui, en particulier Gabriel Girard et Gérard Pelé pour leur soutien indéfectible dans la préparation de ce séjour. Alors, je vais commencer en fait par vous rappeler très brièvement que l'accès à la santé et les compromis chez les personnes LGBT, on en a entendu largement parler hier. Je veux surtout souligner en fait que ces résultats, ils font vraiment l'ombre d'aucun doute. Ils proviennent d'enquêtes populationnelles qui portent sur des dizaines et des centaines de milliers de répondants par ailleurs. Donc, vraiment, je pense qu'on est bien au-delà, en fait, de toute remise en question de ce portrait de santé. La question, c'est plutôt de savoir comment se fait-il que les soins de santé, que le service de santé, en fait, qui devrait, en principe, servir à éliminer ou à réduire largement les disparités de santé qu'on observe entre les populations gays, lesbiennes, bisexuelles, trans, intersexes, en fait, ne parvient pas à résorber ces disparités. Alors, donc, pour accéder à la santé, il faut bien sûr accéder aux soins. Et je vous propose une définition très simple, en fait, qui vient de Jean-Frédéric Lévesque, qui a travaillé à conceptualiser cette question de l'accès aux soins. C'est d'ailleurs à partir de son modèle que je vais vous présenter les différents résultats de la recherche. Alors, on peut définir simplement l'accès aux soins comme l'adéquation entre les besoins de santé et les services offerts. Alors, si on entre un peu dans les détails, parce que le diable est dans les détails, et c'est là qu'on voit que ça achoppe, alors c'est la possibilité d'accéder ou d'entrer en contact avec une personne ou une institution pour obtenir un service de santé qui répond à un besoin ressenti et à un désir de soins. Alors, évidemment, entre l'existence du besoin, la perception de ce besoin, le désir de soins, le fait de trouver quelqu'un qui puisse y répondre et qui y répondre avec satisfaction, les possibilités de ratage sont nombreuses. Alors, voyons un peu les services de consultation ou la consultation des services en fait par les minorités sexuelles. Parce qu'en fait, souvent, ces chiffres sont un peu étonnants. Alors, ce sont des chiffres canadiens, un échantillon de 160 000 personnes, les données de Statistique Canada, donc des données extrêmement robustes, en fait les meilleures dont on dispose au Canada, qui montrent en fait que les minorités sexuelles, hommes gays en tête de liste, utilisent davantage les services médicaux et paramédicaux que leurs homologues de la population générale. Alors, quand on regarde, en fait, les hommes bisexuels, les femmes lesbiennes, les femmes bisexuelles, on constate qu'il n'y a pas de différence avec leurs homologues de la population générale dans la consultation des services traditionnels, mais qu'ils utilisent ou qu'elles utilisent davantage les services non traditionnels. Alors, on pourrait s'interroger, en fait, sur ces différences entre les groupes, mais pour moi, c'est moins important que de vous dire que même s'il y a une tendance vers une consultation au moins égale, voire supérieure des services de santé chez ces populations, elles présentent pourtant, en plus grand nombre, des besoins de santé non satisfaits. Et donc, c'est paradoxal, et je veux vraiment attirer votre attention là-dessus, plus de consultations, mais par ailleurs, plus de besoins non satisfaits. Donc, qui passe de 14 % chez les hommes gays à 29 % chez les femmes bisexuelles. Et chez les femmes, en fait, c'est particulièrement important, puisque ça se traduit par un accès moindre à un médecin de famille, moins d'examens de routine, dans les dernières années, moins de tests PAP et moins de mammographie, avec les conséquences que ça peut avoir sur leur santé à long terme.
Alors, chez les jeunes, en fait, chez les trans, on n'a malheureusement pas de données de cette robustesse au Canada, mais dans une enquête que nous-mêmes, on vient de terminer, on constatait en fait que chez les jeunes trans de 14 à 22 ans, parmi ceux qui présentaient un niveau de détresse clinique, c'est-à-dire demandant une intervention médicale ou psychosociale urgente, 44% d'entre eux n'avaient eu accès à aucun service, ce qui est quand même près d'une personne sur deux, et ce qui montre en fait l'ampleur des besoins non comblés chez les populations LGBT. Alors, face à ces constats, il faut peut-être s'interroger en fait sur quels sont les différents obstacles qui se posent. On a l'habitude d'aborder les questions de santé chez les populations LGBT à partir de 4 grands modèles. Celui du stress minoritaire est peut-être le plus utilisé dans les travaux nord-américains. Et en fait, il décrit ce qu'il y a de commun aux minorités sexuelles et de genre. Et cette base commune, c'est ce stigmate relatif à une situation minorisée dans une société. Donc, qui fait en sorte, et là, on pourrait se référer aux travaux psycho-immunologiques, en fait, qui émergent et qui sont extrêmement intéressants, mais qui font en sorte, en fait, que ces populations, elles sont, en raison de la stigmatisation, sujettes à un stress chronique qui a des effets très concrets, matériels, ancrés dans le corps. Alors, donc, même si on parle d'une violence souvent symbolique, ces effets, ils sont extrêmement effectifs, concrets et matériels sur le corps, sur la santé mentale, physique, et sexuelle notamment. Un deuxième cadre théorique extrêmement important, c'est celui de l'intersectionnalité. Alors, si le stress minoritaire met l'accent sur l'expérience commune de stigmatisation des minorités sexuelles et de genre, la théorie de l'intersectionnalité, elle nous rappelle que ces groupes ne sont pas homogènes, au contraire, il y a une grande diversité à l'intérieur de ces groupes, et que cette diversité, elle dépend en partie de la position unique de chaque individu à l'intersection de multiples axes d'oppression. Alors, bien sûr, il y a le statut sexuel ou d'orientation sexuelle minoritaire, il y a l'identité de genre, mais il faut aussi penser qu'il y a des groupes racisés, que le sexisme existe toujours, qu'il y a des groupes en situation de handicap qui font l'objet aussi de discrimination. Et donc, cette approche intersectionnelle de la santé LGBT nous oblige, ou en fait nous sensibilise à la diversité et à l'hétérogénéité des profils dans ces populations. La théorie des parcours de vie, elle, nous rappelle que les besoins ne sont pas les mêmes à chacun des âges de la vie, que les besoins d'une jeune femme lesbienne de 15 ans, inactive sexuellement dans le placard, ne sont pas les mêmes que beaucoup plus tard dans sa vie, après la ménopause, par exemple. Donc, en fait, ça fait référence à des éléments qui ont également été discutés hier et qui seront discutés plus tard dans la journée. Mais donc, il ne faut pas oublier, en fait, que notre compréhension et notre description de ces enjeux doit être sensible, non seulement aux différentes intersections que l'individu peut vivre, et il y a des intersections dangereuses, mais aussi que ces intersections, elles évoluent et que les besoins changent au cours de la vie. Et enfin, comme l'individu n'évolue pas dans un vase clos et que ses attitudes, ses habitudes et ses aptitudes relatives à la santé, elles sont largement ancrées dans un milieu social et dans des conditions politiques, économiques et juridiques qui en favorisent l'émergence et l'expression, ben, la théorie de l'écologie sociale, en fait, nous permet d'y rester sensible et de mettre en lumière ces différents éléments. Je reviens à la question de l'accès aux soins, qui est un processus conditionnel. Alors, c'est un processus qui va de l'identification des besoins de soins à la perception de ces besoins chez les populations, au désir de soins, ce qui ne va pas de soi, à une recherche de soins, à l'atteinte des soins, à l'utilisation des services qui prodiguent ces soins, jusqu'à l'évaluation des conséquences de ces soins qu'on pense en termes d'impact favorable idéalement sur la santé, de conséquences économiques limitées et d'une satisfaction à l'égard des services reçus. Alors, c'est le modèle qui a été développé par, encore une fois, Jean-Frédéric Lévesque, donc, qui est à l'Institut national de santé publique du Québec. Alors, donc, c'est un processus, c'est une trajectoire, et c'est un processus qui est conditionnel à l'offre de services et aux soignants. Donc, ils ont 5 tâches, en fait, appelons-les les 5 A pour faire rapide. Alors, ils doivent fournir des soins approchables, donc se faire connaître,
montrer qu'ils possèdent une spécialité, que leur spécialité peut être facilement accessible. Il y a toutes sortes d'enjeux. Je vais revenir sur les enjeux spécifiques pour chacune de ces dimensions. Ils doivent être acceptables. Par exemple, respecter la dignité des populations auxquelles ils s'adressent. Ils doivent être accommodants et accessibles. Ils doivent être abordables. Ils doivent être en adéquation avec les besoins réels des populations. Alors, c'est un processus qui est également conditionnel aux demandeurs de soins, qui devront, eux, mettre ou mobiliser, en fait, 5 capacités. Une capacité de percevoir leurs besoins de santé, une capacité de recourir aux services et aux soins, une capacité de les atteindre, une capacité de payer, une capacité d'en tirer le meilleur parti possible, d'en bénéficier. Et donc, en fait, ce découpage extrêmement fin de toute la trajectoire de soins nous permet de pouvoir identifier vraiment les enjeux qui sont susceptibles de se poser aux différentes étapes. Alors, je vous propose que l'hétérosynormativité est une cause commune, mais pas une cause unique, mais une cause commune qui affecte à la fois l'organisation des services de santé, mais également les attitudes, les habitudes et les aptitudes à la fois des soignants comme des populations LGBT. Alors, je vais passer, et là, c'est la plus longue section de cette présentation, sur les différents défis qui se posent à chacune de ces étapes. Alors, en vert, les services et les soignants. En rouge, les enjeux qui se posent aux demandeurs de soins. Alors, quand on pense à l'approchabilité, qui est un néologisme issu d'une traduction, en fait, on pense à l'existence de services de soins ou de prévention. Et ce qu'il faut constater, en fait, c'est qu'ils sont souvent génériques, souvent peu sensibles aux réalités LGBT, et de ce fait, assez peu approchables. Le fait qu'il y ait peu de cliniques spécialisées en santé LGBT, on peut penser à diverses configurations, par exemple en région. Alors, ces cliniques, elles sont généralement, en fait, ces cliniques. Parfois, la clinique est concentrée dans un grand centre, quelques cliniques au mieux, et les régions sont particulièrement défavorisées à cet égard. Donc, l'approchabilité des services, elle est à peu près nulle dans beaucoup de régions. Et donc, il faut s'en remettre à des services génériques qui posent eux-mêmes toutes sortes de problèmes. On y reviendra. Chez les demandeurs de soins, ça demande une capacité de percevoir leurs besoins. Et on peut penser que cette perception, en fait, elle est parfois usée par l'insatisfaction, parce que les expériences d'insatisfaction à l'égard des services reçus, elles sont multiples et largement documentées. Et donc, cette insatisfaction, elle peut aussi se transformer en sentiment d'impuissance. Fait que même si on perçoit le besoin, en fait, on n'a pas de désir d'être soigné, puisqu'on anticipe que les conséquences d'une recherche de soins nous laisseront dans un état encore pire que celui dans lequel on arrive. Si on pense, par exemple, aux besoins en santé mentale, et je pense que plusieurs personnes trans, en fait, peuvent témoigner du fait qu'on peut sortir plus amoché d'un processus de recherche d'aide que quand on y arrive. On pense aussi à la méconnaissance de certains risques et de certains besoins spécifiques. Dans les cas où on aurait un accès limité, par exemple, aux services de prévention et de sensibilisation LGBT, pensez aux hommes bisexuels, par exemple, en région, qui peuvent minimiser l'importance des risques associés aux ITS, ou aux IST plutôt, comme on dit en France. Alors, il faut aussi présenter des soins qui soient acceptables, donc qui respectent la dignité des populations. Les études rapportent souvent de l'inconfort du côté des soignants, de la discrimination, un vocabulaire inadapté, par exemple, le fait de mégenrer les personnes trans est quelque chose qu'on voit assez régulièrement sur le terrain. Il y a des refus de prise en charge dans les cas de séropositivité pour les personnes trans, dans les cas de lesbiennes en clinique de fertilité, par exemple. Donc, ces refus de prise en charge, ils existent. Des références inappropriées, alors des personnes des personnes trans qui, pour un rhume banal, finissent par se faire référer à des sexologues ou des psychologues par un médecin bien intentionné, mais assez maladroit. Ensuite, on peut aussi penser à la question de l'exclusion du partenaire de même sexe, de toute la communication qui entoure les soins du patient. Donc, comme si le partenaire de même sexe n'avait pas la proximité nécessaire ou n'était pas considéré comme un membre de la famille par le personnel soignant. Alors évidemment, cette acceptabilité des soins, elle est largement réduite dans des conditions comme celle-là. La capacité de recours, du point de vue des demandeurs de soins,
ben, il fait référence essentiellement à la connaissance, ou plutôt souvent à la méconnaissance de l'existence de certains tests ou de certains traitements efficaces, à l'anticipation négative de l'issue d'un processus de consultation. Alors, la remise en doute du bénéfice qu'on peut tirer de ces soins, et également des expériences antérieures de discrimination qui finissent par freiner le désir de consulter. Alors, on peut aussi penser à la question de l'accommodation. Alors, il y a des services qui sont peu accommodants. Alors, il y a des dimensions un peu plus génériques, mais bon, en fait, il existe quand même assez peu de services spécialisés. Ces services sont peu accessibles, souvent très éloignés pour les personnes qui vivent en région. Et obtenir un rendez-vous, enfin, je ne sais pas comment c'est ici, mais au Québec, obtenir un rendez-vous auprès d'un médecin spécialiste, c'est souvent des mois d'attente. Et donc, ici aussi, bon, alors voilà, donc c'est un problème généralisé de nos systèmes de santé. Et donc, ce qui fait en sorte que la capacité d'atteindre les services, elle est largement compromise. Encore faut-il qu'ils soient disponibles, mais quand ils sont disponibles, ça ne va pas de soi qu'on peut y accéder, pour toutes sortes de raisons. Je me concentre essentiellement ici sur la question de l'autonomie, qui varie largement selon les âges. Mais imaginez un jeune homme gay, bisexuel, une jeune femme qui a besoin d'aller dans une clinique spécialisée et qui doit demander à ses parents de les reconduire. Alors, ça ne va pas de soi qu'il n'y a pas, à travers ce processus, un coming out forcé qu'on peut ne pas être prêt à faire. Et c'est la même chose pour des personnes âgées qui pourraient devoir demander à leurs enfants de les accompagner. Et là aussi, donc, ce qui pourrait impliquer un coming out forcé. Et enfin, pas enfin, je crois qu'il me reste autre chose, mais donc, la question de l'abordabilité. Évidemment, on pense à la pauvreté et à l'endettement. On pense aux couvertures d'assurance limitée. On peut penser aux migrants, par exemple, aux franchises annuelles imposées par les assureurs, à toutes sortes de modalités de remboursement, en fait, des paiements complets exigés des médicaments avec un remboursement ultérieur. En fait, donc, ce qui est quand même un fardeau important pour certaines personnes. Et une capacité à payer, donc, qui est exigée du côté des demandeurs de soins. Il y a toutes sortes d'obstacles là aussi, la reconnaissance des conjoints du même sexe par les assureurs, les coûts associés aux prélèvements et aux tests. Alors, certains tests de VIH rapides, en fait, dans certaines cliniques, sont payants. Donc, il faut prendre le test régulier. Les consultations d'urgence en IST sont parfois faites avec du personnel infirmier plutôt qu'avec un médecin. Et donc, il faut payer soi-même les frais de consultation, alors qu'on est symptomatique et qu'il y a urgence. Certains services sont payés en clinique, l'azote liquide, par exemple. Il y a des soins non couverts, l'hormonothérapie, certaines chirurgies pour les personnes trans, les tests destinés aux femmes pour des hommes trans. Alors, quand la case de sexe ne correspond pas au test qui est demandé, en fait, ça pose aussi parfois des problèmes pour les assureurs qui ne veulent pas couvrir. Alors, bref, il y a toutes sortes Tout ce processus d'accès aux soins, en fait, il est infiltré par des enjeux hétéronormatifs de bout en bout. Et enfin, 3 minutes. OK. Alors, ensuite, on en arrive donc à conclure que la capacité de bénéficier des services, elle est largement compromise par l'hétéronormativité. Et ça a toutes sortes de conséquences. En fait, on a beaucoup parlé de la question de l'autocensure pas beaucoup, mais de l'autocensure et de l'auto-exclusion hier. Alors, il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de dévoiler leur orientation sexuelle, de tirer un bénéfice. Alors, pour toutes sortes de raisons, les personnes trans, les personnes bisexuelles, les personnes migrantes, racisées, les personnes vieillissantes, les personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Alors, vous voyez là, en fait, les différents axes de pression sociale auxquels j'ai déjà fait référence. Mais je veux aussi, en fait, préciser que l'auto-exclusion et l'autocensure, c'est d'abord rester à l'abri de la victimisation et qu'on ne peut pas faire porter aux personnes LGBT le fardeau de leur accès à la santé et de leur accès aux soins sans mettre en place des conditions sociales, politiques, économiques qui leur sont propices. Et sur cette image, en fait, ce qu'on voit, c'est simplement un message qui dit « Il n'y a pas de suicide des jeunes LGBT, il n'y a que des meurtres des jeunes LGBT ». Pour montrer, en fait, qu'il ne faut pas psychologiser, individualiser la responsabilité de donner des soins aux populations dans le besoin. Alors, je viens d'une université où les étudiants sont très militants, université de gauche, Université du Québec à Montréal. Et bon, alors il y a souvent des grèves chez nous et l'UQAM est largement connu pour ses mouvements, pour être
la locomotive des mouvements étudiants au Québec, mais on y trouve des petites perles, en fait, comme ce graffiti, dont je suis très fier, et donc je suis très fier de mes étudiants, en fait, qui écrivent des trucs comme ça sur les murs, et donc qui disent simplement « fuck de système », mais système étant remplacé, en fait, par le CIS, qui fait référence au cisgenrisme et au cissexisme. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura un temps de questions plutôt après. Et du coup, on va maintenant écouter Vincent Leclerc, qui est un militant de la lutte contre le VIH/SIDA et les hépatites depuis 2007 à Aide et qui travaille plus particulièrement sur les questions de réduction des risques et d'accès au traitement. Et donc, la présentation a pour titre « La santé des LGBT, bastion des inégalités ». Voilà, et après, on aura un échange avec la salle. Bonjour à toutes et à tous, merci de cette invitation. Je vous avoue que je suis un peu intimidé. J'ai vu que dans le programme, il y avait beaucoup de chercheurs, de personnalités. Mon médecin est dans la salle. Bref, ça va le faire. Je vais quand même essayer de vous parler de la question de la santé. Alors, j'aime bien faire des hors-sujets. Je sais que le sujet, c'était l'accès aux soins, mais je me suis permis d'élargir à la santé. Ça marche comment ça ? Voilà. De quoi allons-nous parler ? Je ne vais pas vous faire un catalogue des revendications pour l'accès aux soins, l'accès à la santé. Je ne vais pas vous faire les freins et les leviers de l'accès aux soins. Ce que j'ai envie de vous parler, c'est pourquoi et comment aujourd'hui il faut se mobiliser pour l'accès à la santé, pour la santé des LGBT. Il y a un paradoxe, ou alors on peut parler de... Bon, vous avez eu la définition de la santé de l'OMS, vous la connaissez toutes et tous, je suppose. Un état de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc le paradoxe dont je voulais vous parler, c'est qu'on a des besoins spécifiques en santé, les LGBTI, et en même temps un contexte qui est très majoritairement défavorable pour y répondre, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Si on fait un petit panorama dans le monde des droits des personnes LGBTI, on se rend compte que, merci Wikipédia pour la carte, on se rend compte qu'on est dans un contexte majoritairement défavorable. La majeure partie de la population dans le monde vit dans un pays où il y a des restrictions d'accès aux droits, des poursuites pénales en raison de l'orientation, en raison de l'identité, ou tout simplement une absence d'égalité des droits, qui fait qu'on est dans un contexte d'oppression pour la majeure partie des LGBT dans le monde. L'actualité ces dernières années n'est pas très favorable. Je vais vous citer quelques petits exemples pour faire le lien avec la santé et les droits. En 2008, il y a eu l'arrestation de militants du contre le sida au Sénégal, soi-disant accusés d'organiser un faux mariage homosexuel. En 2016, la Tanzanie a décidé d'interdire les programmes VIH auprès des gays. Donc ça va être très simple de faire de la prévention auprès des gays en Tanzanie si on ne peut pas mettre en place de programme VIH spécifique. La Russie a interdit toute propagande gay pour protéger les enfants en 2014. Et plus récemment, Trump et l'administration Trump aux États-Unis viennent d'annuler les directives de l'administration Obama visant à protéger les personnes transgenres, le bathroom issue, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc voilà, le progrès, ce n'est pas linéaire. Et probablement que dans l'avenir, on va encore devoir se battre, et voire plus encore, pour l'accès à la santé, pour la santé des personnes LGBT, pour les droits des personnes LGBT. Parmi les fortes atteintes à la santé des LGBT, il y a la question des violences et de l'atteinte à l'intégrité physique. Je vous ai mis une illustration de cette manifestation qui avait eu lieu à Saint-Pétersbourg avec un passage à tabac de militants LGBT. Quelques chiffres, le Trans Murder Monitoring nous indique qu'entre 2008 et 2015, il y a eu 2016 personnes trans assassinées. Le rapport de SOS Homophobie dit qu'en 2015, 152 agressions envers les LGBTI ont été recensées. On a des condamnations à mort régulières. Je me suis amusé, c'est ironique, à faire un petit peu à recenser toutes les atteintes à l'intégrité physique des personnes LGBT que l'on voit souvent dans l'actualité. Il y en a un certain nombre: stérilisation, viol, déportation de personnes migrantes, meurtre, séquestration, passage à tabac, agression physique, attouchement, assassinat. La santé des personnes LGBTI, c'est pas que l'accès aux soins, c'est aussi l'intégrité physique, et on voit qu'à ce niveau-là, il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. On n'a aucun répit. Le rapport de SOS Homophobie nous montre que dans toutes les sphères de la société,
on rencontre des discriminations et des atteintes aux personnes LGBTI. Donc ça va être vos voisins, vos collègues, votre médecin, vos élus, la police, à l'école, les médias, bref, aucun répit pour les LGBT. Et ce n'est pas ça qui va favoriser l'estime de soi, d'avoir des discriminations dans toutes les sphères de la société. Une des illustrations des conséquences de tout ce contexte, c'est le nombre de suicides chez les LGBTI. On en a parlé un peu tout à l'heure. Durkheim le disait, le suicide varie en fonction inverse du degré d'intégration des groupes sociaux dont fait partie l'individu. Il y a un lien très étroit entre le lien social avec la société et le nombre de suicides. Donc ce n'est pas anodin que les LGBTI soient touchés par les suicides de manière disproportionnée. Le rapport de l'OMS en 2014 nous parle de cette question des suicides chez les LGBTI et indique qu'il faudrait se concentrer sur la prise en charge des facteurs de risque comme les troubles mentaux, l'abus de substances psychoactives, la stigmatisation, les préjugés et bien sûr la discrimination individuelle et institutionnelle. Et il ne faut pas oublier qu'on a nos petits soucis aussi très spécifiques à nous, la prévalence des VIH et des IST, les prévalences qui sont élevées, les polyconsommations de produits, la question de santé mentale et du bien-être qui a été très largement abordée ces 2 derniers jours. Donc la santé des LGBTI, c'est une question de place sociale, de droits humains et de besoins spécifiques, et ce n'est pas qu'une question d'accès aux soins. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu de l'histoire de la lutte contre le sida. C'est important de regarder ce qui s'est fait et en quoi ça peut nous inspirer dans les prochaines années pour construire des réponses adaptées pour l'égalité santé entre les LGBTI et le reste de la population. Donc, quels enseignements tirer de la lutte contre le sida ? Tout d'abord, rien pour nous sans nous. Vous connaissez peut-être tous les principes de Denver qui ont été édictés en 1983. C'est cette idée que nous condamnons toute tentative de nous étiqueter en tant que victime, terme qui implique la défaite, un terme qui implique la passivité, l'abandon et la dépendance aux soins prodigués par d'autres. Nous sommes seulement de temps en temps des patients, nous sommes des personnes vivant avec le VIH-Sida. Si on doit construire une offre d'accès à la santé, des offres de soins, ça doit se faire avec, par et pour les personnes concernées. Deuxième enseignement, c'est le fait de créer une offre spécifique. Nous pouvons créer nos offres de santé spécifiques. Et je voulais vous prendre l'exemple qui nous avait été présenté il y a quelques mois, presque un an, à la journée du TRT5, qui était la clinique de santé sexuelle de San Francisco, de la San Francisco Health Foundation, où c'est une émanation de la communauté, un partenariat fort entre les professionnels de santé et la communauté pour mettre en place une offre de santé sexuelle compréhensive, respectueuse, avec des services adaptés aux besoins spécifiques, mais en même temps intégrer une offre globale. C'est bien d'avoir des services spécifiques en santé sexuelle, mais les personnes LGBTI n'ont pas que des besoins spécifiques, et comme tout le monde, ont des besoins généraux, mais il faut que cette offre soit intégrée au même endroit, au même lieu. Une offre de santé co-construite entre communautés et professionnels, et une décentralisation de l'offre au plus près des communautés. On sait très bien que la question de la géographie compte en matière d'accès à un dispositif de santé. La recherche. La recherche est un moyen fort de transformation sociale. C'est une manière de démontrer, de visibiliser les besoins des communautés, de le mobiliser. Le processus de recherche en soi est un moyen de mobiliser la communauté. On l'a bien vu en France, par exemple, avec l'essai Hypergay, qui a permis une mobilisation de la communauté LGBT sur la question de la PrEP. Mettre en évidence ces besoins, et bien sûr la recherche communautaire qui vise à démontrer la plus-value des interventions construites par et pour la communauté. Si on a des problématiques de santé, un bon moyen d'essayer de transformer la société pour y répondre, c'est d'expérimenter avec les communautés pour mettre en place des interventions spécifiques, démontrer que ça marche et qu'il faut aller dans cette direction. Donc il y a la question de la transgression. Transgression pour transformer, transgression pas seule, mais collectivement, qui est, pour les militants de la lutte contre le sida, quelque chose de très important. Très souvent, les pouvoirs publics, les autorités ont du mal à aller dans une direction, à prendre des mesures en termes de santé, et c'est aux militants eux-mêmes de construire des interventions
qui parfois vont au-delà de la loi, de la réglementation, pour démontrer. 2 exemples, il y a eu la question de l'accès au matériel stérile et à usage unique pour les usagers de drogue par voie intraveineuse au début des années 90, où les militants ont décidé de distribuer des seringues d'une manière illégale, et ça a permis ensuite d'inscrire dans la loi les programmes d'échange de seringues. Et plus récemment, je voulais vous parler de l'initiative qui s'est tenue en Grande-Bretagne par un certain nombre de militants et des cliniques de santé sexuelle pour proposer un accès à la PrEP aux personnes qui souhaitaient en bénéficier. C'est l'initiative We Want PrEP Now, avec Greg Owen, qui est un militant britannique, où ils ont mis en place un système de centrale d'achat de médicaments de PrEP génériques qu'ils importaient d'Inde, parce que le NHS, donc l'équivalent de le gros mastodonte de la santé en Grande-Bretagne, refusait de prendre en charge la PrEP. Et ça a permis... Ça reste à démontrer scientifiquement, mais a priori, il y aurait eu une baisse significative du nombre de contaminations à Londres dans ces cliniques grâce à cette initiative. Et ça a permis en tout cas de créer un débat visant le changement aussi de politique de la part du NHS. Donc la transgression peut avoir un sens en termes de santé, mais il ne faut pas transgresser seul, collectivement, pour être plus fort. Enfin, j'aimerais conclure en disant que, et c'est Daniel Defer qui nous a enseigné ça pour les militants de aide, il ne faut jamais baisser les bras. Quand on souhaite aller dans une direction, on va forcément se confronter à des forces opposées. On l'a vu en 2013 avec la question de l'égalité des droits pour le mariage pour tous. Le rapport 2016 de SOS Homophobie a pointé cette année-là une explosion du nombre de témoignages de discrimination à l'égard des LGBTI. Voilà. Mais ce n'est pas une raison de baisser les bras. C'est la 3e loi de Newton. À chaque action, il y a une réaction de force égale et opposée. Donc plus on avancera, plus on aura de forces conservatrices opposées sur notre chemin. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Voilà. Merci. Bonjour, Benjamin de Préau-Craviec de l'association Accept ST et responsable prévention d'Acte Paris. J'ai une remarque déjà, encore une fois, on parle des personnes transgenres à leur place, encore une fois, alors qu'il y a suffisamment d'associations qui pourraient prendre la parole ici présentes. Et deuxièmement, j'ai une question pour vous, Monsieur Martin Blais. Vous dites sur un de vos PowerPoint que 44% des jeunes trans ont besoin d'un soutien psychologique. Qu'est-ce que vous entendez par là et qu'est-ce qui vous permet de dire ça, s'il vous plaît? Alors, en fait, c'est les données d'une enquête qu'on a menée au Québec. Donc, c'est un petit échantillon, 108 jeunes, donc de 14 à 22 ans, 108 jeunes trans, en fait, des données auto-rapportées. Et on a utilisé, donc pour répondre précisément à votre question, une mesure de détresse psychologique qui est utilisée dans les enquêtes épidémiologiques en général et donc qui pose différents critères de détresse psychologique et à partir de quel moment on parle d'une détresse légère, modérée, sévère et critique. Et donc, alors ce n'est pas l'ensemble des jeunes trans, mais sur le lot de ceux, en fait, qui présentent une détresse critique nécessitant des soins urgents, 44% d'entre eux n'avaient pas eu accès à ces soins dans la dernière année. J'ai manqué un peu le début de la première communication. Il y a plusieurs choses qui me préoccupent dans vos exposés. Le premier, c'est que... Alors, je suis médecin. Le premier, c'est que l'accès aux soins de santé mentale et l'accès aux soins somatiques est assez différent. Enfin, je parle de la France essentiellement. Je ne connais pas pour le Québec. Ce n'est pas du tout les mêmes filières, les mêmes parcours, les mêmes disponibilités. Et les problèmes d'accès sont un peu différents. Donc, je ne peux parler que de l'accès aux soins somatiques, qui est ma pratique depuis pas mal d'années. Mes cheveux blancs en témoignent. Et donc, si vous voulez, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y a, depuis tant d'années, ici à Paris, mettons, ou en France, une difficulté d'accès aux soins des personnes LGBT. Alors, il faudrait voir sur un plan général. Ah, non, mais je suis... Je pense qu'il faut qu'on s'entende sur une définition de l'accès aux soins, et c'est peut-être là qu'on ne s'entend pas. Voilà, c'est peut-être là. Donc, si vous voulez, je ne parle pas de la pathologie mentale que je ne connais pas, que je n'ai pas pratiquée. Mais je ne pense pas, par exemple, pour avoir une pratique médicale et en pathologie VIH depuis
plus de 30 ans maintenant, ça doit faire... Gérard va m'aider un peu, mais ça doit faire pas mal de... ça doit faire 33 ou 34 ans que je suis en pathologie VIH. Et je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait eu de discrimination d'accès aux soins particulière pour les gens LGBT depuis 35 ans en pathologie VIH, dans les JST par exemple, etc. Attendez, mais vous allez pouvoir répondre après, il n'y a aucun problème. Mais je voudrais bien qu'on me demande dans ce pays. Je ne... Mais non, alors, dans ma pratique, moi, je n'ai pas vu. Mais écoutez, mais je pense qu'il faut aussi inclure la question de la satisfaction des besoins dans cette définition de l'accès aux soins. Je vous donne simplement un exemple. Alors, si vous allez voir un médecin généraliste pour un dépistage IST, alors la probabilité qu'il vous fasse des prélèvements anaux ou oraux pour les tests, pour les IST bactériennes est assez faible, alors que ça devrait être partie de la routine. Oui, alors mais on va demander des prélèvements d'urine simplement, la majorité du temps. Mais ces prélèvements pour les IST sont devenus une pratique courante depuis moins de 10 ans, si vous voulez, parce qu'il y a eu une évolution considérable sur le fait, effectivement, qu'il y a eu une évolution de la pathologie du VIH et qu'on sait, par l'abandon des préservatifs et d'autres choses, on est arrivé à des explosions de maladies IST. Et donc, effectivement, on a complètement changé les pratiques vers les prélèvements anaux, les prélèvements d'IST dans les jets d'urine, ce que vous voulez, etc. Et tout ça, c'est des choses assez récentes. Alors, il est possible que les médecins généralistes ne soient pas encore tout à fait au courant. Le vrai problème, c'est que en pathologie, en pratique hospitalière chez nous, je ne parle pas des centres communautaires que je ne connais pas, mais il n'y a pas chez nous autant de centres communautaires qu'au Québec. Mais en pratique hospitalière, si vous voulez, on a pas mal de temps quand même. Moi, j'ai une demi-heure à 40 minutes par patient. Le médecin généraliste, avec 15 minutes, il ne peut pas s'occuper correctement de tous les problèmes que vous avez soulignés. Et ça pose un problème, d'autant plus qu'il y a une désertification médicale et qu'on ne va pas pouvoir traiter. Donc, le fait que ce ministère, comme d'autres... En fait, on va peut-être pour laisser la réponse. Je suis désolé de vous interrompre, mais en fait, pour qu'il y ait un temps de discussion, je crois qu'on a compris votre point. Et peut-être qu'on peut laisser répondre... Si je peux juste répondre par rapport au contexte français, et sans vous manquer de respect, docteur Sobel, en fait, on sait bien que là, par exemple, ici dans cette salle, il y a 3 associations qui se sont battues pour avoir des centres de soins communautaires, donc le 190, le Spot et le Checkpoint, et que ces centres sont saturés en termes d'accès aux soins, et que ça a été un long plaidoyer, et qu'au départ, dans les politiques publiques, il nous a été reproché justement d'être communautaire parce que c'était discriminant et hétérophobe. Donc, je cite l'ARS. Voilà, et que ça a été à nous, dans la communauté, et aux 3 centres de santé sexuelle communautaires, de prouver que non, c'était pas hétérophobe et qu'il y avait des vrais besoins spécifiques pour les populations citées, quoi. Voilà. Une autre question, peut-être? Est-ce que Martin, tu voulais répondre Bonjour, je suis Dominique Ganeil de la Fédération LGBT et j'ai en charge le secteur de la santé et de la prévention. Et je voudrais rebondir par rapport à l'intervention de Vincent Lehède, que je remercie beaucoup pour sa présentation, et notamment à l'allusion qu'il a faite à ce qui nous avait été présenté par TRT5 et le modèle de nos amis des États-Unis. Lors de nos dernières rencontres où on avait invité Aide, c'est un peu ce que j'ai proposé d'essayer de décliner en partenariat avec Aide. En tout cas, commencer une approche de réflexion par rapport à... basée sur ce modèle-là, mais qui ne peut pas être la même chose en France puisqu'on est différent. Mais en tout cas, commencer à réfléchir à quelque chose de ce style-là, une déclinaison à partir de ça, parce que ça m'avait semblé particulièrement pertinent. Juste un élément, je pense qu'il y a beaucoup localement d'initiatives ou de personnes qui souhaiteraient mettre en œuvre des initiatives, mais on voit bien qu'il y a un obstacle de moyens très fort et ça ne va pas en s'arrangeant. Et moi, je suis un peu inquiet parce qu'on a la théorie, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a juste pas les moyens de mettre tout ça en œuvre aujourd'hui.
Bonjour, Audrey, je suis coordinatrice du Corévi des Pays de la Loire, donc c'est le comité régional de lutte contre le VIH. C'est juste un petit témoignage pour contrebalancer le témoignage du docteur Sobel, qui est également président de Corévi. Je pense qu'il a une réalité assez parisienne dans son discours, et moi je vais parler de ma région, donc Pays de Loire, où il y a comme département, pour ne pas nommer la Sarthe, et la Mayenne, surtout, c'est une réalité de ces deux départements qui sont quand même ruraux. Et là, j'ai fait un petit tour la semaine dernière en Mayenne au service de maladies infectieuses, où le médecin... Alors, je vais parler de l'accès aux soins des personnes vivant avec le VIH, mais pas que, parce qu'après, je suis allée au Cégide. Donc là, on va parler de prévention pour tout public. Le médecin infectiologue est tout seul. Il a des plages de consultation. Des fois, il peut pas répondre dans temps et en heure aux consultations. Et au Cégide, c'est pareil, le médecin référent est seul. Donc, autant dire qu'elle n'arrive pas à pourvoir toutes les demandes. Donc, c'était juste pour contrebalancer un petit peu la réalité. L'accès aux soins, même des personnes vivant avec le VIH et la prévention, elle n'est pas si accessible que ça sur l'ensemble du territoire en France. Voilà, pour raison, effectivement. Alors, de moyens, je vois le petit signe des sous-sous là, mais effectivement, il y a un problème de moyens, mais il nous disait qu'il y a aussi un problème de volonté du corps médical d'aller s'installer dans ces contrées éloignées. C'est vraiment une réalité aussi, quoi. Il n'y a pas de volontaires plus que ça pour venir s'installer là-bas. Voilà. Du coup, je réponds en 2 secondes, Audrey. Le problème dans la Sarthe, c'est le même pour les gens qui ne sont pas VIH, c'est le problème pour les gens qui ont le diabète, qui ont l'hypertension et tout. Il n'y a pas plus de possibilités. C'est un problème de distribution des soins médicaux, mais ce n'est pas spécifique. C'est pas spécifique. On me fait signe qu'on prend peut-être une dernière question. Deux dernières questions. Donc, j'ai toujours rêvé d'être speakerine. Donc, 2 dernières questions. Il faut parler dans le micro. Ouais. Peut-être une dernière réponse, du coup. Enfin, il n'y a pas que Paris et les homosexuels blancs et le reste de la France, où il y aurait du coup la province et un accès aux soins. Enfin, les personnes trans, sur des questions d'accès à la santé mentale et aux accès physiques, enfin, pour des problèmes qui ne sont pas de la santé mentale, c'est une catastrophe, même dans le meilleur hôpital de Paris. Donc il n'y a pas... Par exemple, moi à Toulouse, et c'est une grande ville, hein, même si c'est la province, j'ai été agressé physiquement de manière extrêmement violente. J'ai mis 1 an à avoir un accès aux soins correct, qui du coup ne soit ni un refus de soins, ni une négligence de soins. Et enfin voilà, du coup, on n'est pas que des gays blancs parisiens. Bonne journée. Donc pour vous répondre aussi, d'un autre point de vue, en tant que Sidonie, je suis médecin généraliste en province. Donc là, je vais parler juste du comportement de mes collègues, qui est juste, c'est une catastrophe en fait. Je sais pas, enfin vous avez de la chance si vous travaillez dans un milieu où avec des collègues qui parlent juste correctement aux personnes, qui les reçoivent correctement, enfin tant mieux pour vous, mais je peux vous dire c'est pas du tout ce que je vois dans mon quotidien des endroits où je travaille, quoi. Enfin c'est plutôt les lesbiennes on peut leur faire des examens gynécologiques, mais je savais pas. Enfin c'est plutôt ce genre de choses en fait le quotidien. Enfin je sais pas, je pense que la plupart des personnes ici peuvent confirmer que c'est plutôt ça la réalité. Dernière question. Non, là-bas, Denis. Docteur Smadja, ancien médecin généraliste à Paris. Oui, Denis Smadja, je suis médecin généraliste et très impliqué dans le VIH. Voilà, on a bien vu d'après les exposés qui ont été faits que toute cette problématique est extrêmement imbriquée politiquement et d'un point de vue de santé. Alors, il y a des plans sur lesquels il est extrêmement difficile d'intervenir. C'est dans les pays étrangers où on ne peut pas contrecarrer les lois qui sont racistes et qui vont contre les personnes LGBT.
Et puis, il y a les pays comme le nôtre, comme le Canada, comme des pays où l'accès aux soins est un petit peu plus facile. Et il y a aussi une question que je voulais aborder, c'est que lorsqu'on fait les études de médecine, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, en fait, on forme les médecins avec l'idée qu'ils vont traiter des pathologies. Bon. Or, de plus en plus, on va aller vers une médecine qui va prendre la santé de façon globale et en particulier préventive, et pas seulement avec seulement l'idée que le médecin est là pour soigner des maladies. Le médecin va être de plus en plus là pour prendre en charge la personne dans sa globalité, y compris dans sa bonne santé, et donc avec un aspect complètement préventif. Donc ma question, c'est de savoir s'il y a aujourd'hui des orientations envers les recteurs d'universités, notamment des universités de médecine, pour peut-être repenser un petit peu, dans sa façon profonde, l'enseignement de la médecine. C'est une question? Non, une réponse. Non, on attend des réponses. C'est pour répondre? Oui, bonjour, Odile Renoir, responsable d'une association LGBTQI dans l'Est, une petite association. Je travaille en collaboration avec un pédopsychiatre depuis 6 ans et il a demandé au doyen de la faculté de médecine de Strasbourg de mettre en place un module sur la transidentité et cette année, le doyen a accepté. Donc tous les étudiants en médecine de la faculté de Strasbourg auront un module transidentité. Voilà, donc je pense que ça, c'est un gros progrès. Hein? Alors moi, j'ai une expérience aussi. À la faculté Université Descartes, le professeur Christian Hervé, que vous avez vu hier, comme il était un des animateurs, a mis en place un module optionnel qui s'appelle le M2R pour les étudiants, qui s'appelle « De l'étudiant en médecine au médecin responsable », dont la particularité, donc on a une 10-12 étudiants qui suivent toute une année, dont la particularité est que ce module est uniquement animé par des patients. Et donc tout tourne autour de ces coins patients, le mauvais mot, le mot qui tue. Moi, j'intervenais sur les personnes LGBT, tout ça. Donc, mais ça, c'est un module optionnel dans la formation des médecins. Donc tout se pose de problème, c'est au-delà de quelques étudiants conformes, comment on peut faire ça de façon un peu et de base et en routine ou en médecine. Enfin voilà. Donc il y a quelques expériences, mais c'est très modeste.